c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo update lecture, ça fait 8 ou 9 mois que j'en ai pas tourné. Pourquoi? Alors vous le savez peut-être, la chaîne a eu un moment de pause, j'avais besoin de faire une pause pour tout un tas de raisons, je me suis déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et pourquoi j'ai surtout arrêté de faire ces vidéos update lecture? Tout simplement parce que j'avais l'impression que je ne savais plus parler de livres, et aussi parce que j'avais l'impression de ne plus apporter quelque chose d'intéressant. Il y a tellement de vidéos maintenant booktube qui existent et c'est génial. C'est super, hein, vraiment que beaucoup de gens osent passer derrière la caméra pour parler de bouquins, c'est super. Mais j'avais l'impression que j'apportais rien d'intéressant, rien de nouveau, que ce que je racontais ça avait pas d'intérêt. Donc voilà, j'avais plus la motivation de passer derrière la caméra pour vous parler des livres que j'avais lus. Alors, est-ce que je sais à nouveau parler de mes lectures? Non, à mon avis ça va être un gros n'importe quoi, surtout que c'est une vidéo complètement improvisée, donc j'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire. Mais j'ai envie de vous parler de mes lectures, donc je me suis dit bah allez, t'as envie, c'est le principal, peu importe le résultat finalement. Alors vous vous doutez bien que dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de toutes les lectures que j'ai pu faire depuis 8 ou 9 mois, c'est complètement impossible. J'ai donc décidé de vous parler de mes plus belles découvertes, ou en tout cas de mes découvertes les plus marquantes. Donc je vais vous parler à la fois de coups de cœur, mais également de livres qui ont eu un impact sur moi, qui n'ont pas forcément été des gros coups de cœur, mais dont je me souviens encore plusieurs mois après les avoir lus. Alors dans la liste que j'ai établie, j'ai vu qu'il y avait 9 romans. Pour ces 9 romans, vous avez des chroniques vraiment détaillées sur le blog, donc je vous invite à aller lire ça si les romans vous intéressent. Ça sera beaucoup plus clair et beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et pour les autres livres, qui sont des graphiques, donc bande dessinée, manga, ou des documentaires sur des sujets divers et variés, il y en a 11. Malheureusement, je n'ai fait aucune chronique sur le blog. C'est un peu dommage, je me rends compte que je lis énormément de titres graphiques ou de documentaires, mais que je n'en garde aucune trace nulle part, et ouais, c'est vraiment dommage. Donc je ne peux pas faire des articles sur tous les graphiques que je lis, c'est impossible, j'en lis beaucoup trop. Mais par contre il faudrait que j'arrive à faire des articles un petit peu bilan, un petit peu compilation des meilleurs graphiques que j'ai pu lire dans le mois précédent par exemple. Enfin bon, je sais pas exactement à quelle fréquence, mais voilà, il faudrait que j'arrive à faire ça pour garder une trace, et puis peut-être que vous êtes plusieurs à vous intéresser à des titres graphiques, BD, manga, album également, et puis documentaires. Alors je commence par vous présenter les 9 romans qui m'ont le plus marqué ces derniers mois, et c'est rigolo, mais vous allez voir, il y a quand même quelques thèmes en commun sur ces romans. J'ai oublié de vous dire, mais je vous présente pas ces livres dans un ordre de préférence, mais dans un ordre chronologique. Le premier que je vais vous présenter, c'est le plus ancien que j'ai lu, je crois que je l'ai lu au mois d'octobre. Il s'agit de Comme un conte de Graham Joyce, aux éditions Brajlon, collection L'Autre. On va suivre une adolescente qui a disparu alors qu'elle avait 16 ans. Elle a disparu du jour au lendemain, et en fait elle revient frapper à la porte de ses parents 20 ans plus tard, sauf que elle a quasiment pas changé physiquement, mais en même temps c'est pas exactement la même adolescente qui revient chez elle. Et pour expliquer son absence, elle va dire à ses parents et à son frère aîné, je crois, qu'elle a été enlevée par les fées, qu'elle est restée dans le monde des fées quelques mois, mais comme la temporalité est différente entre le monde des fées et notre monde à nous, forcément elle allait rester que quelques mois là-bas, sauf que ça fait 20 ans dans notre monde à nous. Vous vous en doutez, ses proches ne la croient pas du tout et donc l'obligent à aller voir un psychologue. Et ce psychologue va questionner la jeune fille qui s'appelle Tara. Il va questionner Tara au sujet de son absence, où elle était, etc. Et là on va voir se dessiner deux explications. Donc l'explication vraiment féerique, mais aussi une explication beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus psychologique. Le psychologue va expliquer que Tara a peut-être subi un traumatisme et que pour oublier un petit peu ce qu'elle a pu subir dans le monde réel, elle s'est inventé un monde parallèle, elle s'est inventé un monde féerique. Et donc le lecteur est face à ces deux solutions, à ces deux hypothèses, et c'est à lui de faire son choix. Et à la fin, c'est une fin un petit peu ouverte, puisque finalement on n'a pas vraiment la réponse, c'est au lecteur de choisir. Et j'aime vraiment beaucoup le fait qu'il y ait un doute et le fait que le merveilleux soit vraiment
ancré dans notre réel et que tout soit possible. C'est vraiment, je m'en rends compte, en fait ce genre de merveilleux, de fantastique, de fantaisie que j'aime. Maintenant à l'âge adulte. Autant que j'étais ado, j'adorais la fantaisie pure et dure. Un peu plus vieille, j'aimais beaucoup l'urban fantasy, le fantastique avec des vampires, des loups-garous, etc. Et là maintenant en vieillissant, ce que je préfère vraiment, c'est ces petites touches de merveilleux, mais qui sont parfaitement, alors peut-être pas explicables, mais en tout cas presque crédibles. On pourrait presque y croire, et c'est, je pense, complètement lié au fait que j'aime beaucoup tout ce qui est Antiquité et Moyen-Âge. À ces époques-là, tout ce qui faisait partie de la religion, de la mythologie, du merveilleux, c'était des choses qui étaient admises et qui étaient normales dans le quotidien des gens. Et pour eux, justement, c'était pas du tout fantastique, c'était pas du tout de l'irréel. Ça faisait partie du réel, du quotidien, et donc c'était vraiment ancré dans leur vie. Voilà, donc c'est ce que je préfère, et c'est pour ça que j'aime ce genre de textes qui mettent le doute. Alors on reste dans le monde des fées, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus classique. Il s'agit de Thomas le Rhymer de Hélène Kushner aux éditions Folio SF. J'ai vu que l'auteur était aux Imaginales cette année, j'aurais bien aimé pouvoir faire dédicacer mon livre et échanger quelques mots avec elle, mais bon tant pis c'est pas grave. Thomas le Rhymer, on peut pas dire que c'est un coup de cœur, parce que j'ai trouvé le style assez froid. J'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage et à ressentir vraiment des émotions. Mais en même temps, l'histoire très classique de féerie en Écosse est assez intéressante. C'est vraiment un classique, voilà, de la féerie. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la narration. Il y a un découpage un petit peu particulier. Si je dis pas de bêtises, il y a 4 parties qui correspondent au point de vue de 4 personnages différents. Mais en fait, tous les personnages tournent autour du personnage central qui est Thomas le Rhymer, et donc on va voir un petit peu l'histoire de ce héros à travers les yeux des autres personnages. Donc Thomas le Rhymer, c'est une sorte de barde, c'est dans une société médiévale en Écosse, et Thomas le Rhymer va disparaître un jour, un petit peu mystérieusement. Il va se retrouver au pays des fées ou des elfes, je sais plus exactement comment on appelle ça dans ce titre-là, au royaume de Féerie. Et il va vivre des choses un petit peu étranges là-bas. On retrouve cette idée des cours féeriques, des différentes cours féeriques. On retrouve l'idée de la distorsion du temps, pas mal de choses très classiques là-dedans. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, et puis pour la construction aussi c'est intéressant. Encore de la féerie, je vous l'avais dit, hein, tous les titres que j'ai lus cette année, en tout cas tous ceux qui m'ont marqué, ont des thèmes un petit peu similaires. Donc là c'est de la féerie, mais pas n'importe où, en Irlande, à Dublin. C'est le premier tome des chroniques de Macella Lane de Karen Marie Moning, et c'est aux éditions J'ai lu. Ce premier tome s'appelle Fièvre Noire. Il y a 5 tomes en tout et j'ai les 5 dans ma bibliothèque, mais pour le moment je n'ai lu que ce premier tome. Alors c'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé pas mal de défauts dans cette histoire, mais quand même l'univers m'a assez intriguée pour que j'ai envie de lire la suite. Et puis bon, le fait que ça se passe en Irlande, ça aide quand même pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu un défaut que j'ai pu relever de cette histoire, c'est que justement comme ça se passe en Irlande, moi j'en attendais beaucoup, comme ça se passe à Dublin et que c'est une ville que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois, je connais un petit peu, bon pas parfaitement, mais je connais un petit peu les rues de Dublin, et là franchement je trouve qu'il y a tellement peu de descriptions que ça pourrait se passer n'importe où. À Londres par exemple, franchement ça changerait pas grand chose, parce qu'à part nous dire qu'il y a des bâtiments en briques et qu'il y a du brouillard, franchement de Dublin on voit pas grand chose. Alors oui, elle cite Temple Bar, bon bah ça c'est facile, hein. Vous avez qu'à prendre un guide touristique, la première chose qu'on vous dit de Dublin c'est il faut aller à Temple Bar, c'est le quartier touristique de Dublin. Elle nous parle aussi un petit peu de Trinity College, bon là aussi hein, vous ouvrez le premier guide touristique que vous trouvez sur Dublin, on vous parle de ça. Bref, ça donne un peu l'impression que l'auteur connaît pas plus que ça Dublin, mais qu'elle a pris 2-3 trucs qu'elle avait trouvés sur Google, sur Wikipédia ou dans un guide touristique. A priori l'auteur connaît l'Irlande et est assez fan, mais je trouve que ça se ressent pas forcément là-dedans, d'un point de vue en tout cas description. Et c'est assez dommage je trouve. Sinon d'un point de vue mythologique, féerie, là c'est plutôt cool, je trouve que elle aborde assez bien les thèmes de la féerie. Là elle aborde plus le thème de façon urban fantasy, donc dans notre monde contemporain
contemporain des créatures féeriques qui apparaissent comme ça, et forcément une héroïne qui va se retrouver catapultée au milieu de ce monde-là, alors qu'elle n'avait pas du tout idée que ça pouvait exister, et que c'était complètement loin de ses préoccupations précédentes. Parce que l'héroïne, en fait, qui est américaine, va partir sur les traces de sa sœur qui était étudiante à Dublin, qui a disparu et qui a été retrouvée assassinée dans les rues de Dublin. Donc notre héroïne ne va pas se satisfaire de l'enquête de la police irlandaise et va donc décider de débarquer en Irlande et de mener sa propre enquête. Et là elle va faire la découverte de ce monde complètement féerique, merveilleux, et elle va se rendre compte que sa sœur avait mis aussi le doigt là-dessus, et donc il y a plein de mystères autour de ça. Ça reste un tome d'introduction, on ne sait pas encore grand chose sur ces créatures féeriques, sur ce qu'a pu faire la sœur de notre héroïne, pourquoi elle a été tuée, pourquoi elle a trempé là-dedans. Mais c'est assez bien mené pour rendre curieux, pour donner envie de lire la suite. Par contre, autre petite déception de cette histoire, enfin en tout cas de ce premier tome, c'est le personnage masculin, le héros, qui apparemment a fait tomber en pamoison toutes les lectrices. Apparemment c'est le mâle par excellence, le beau gosse, le... Mais je l'ai trouvé d'un cliché et... mais antipathique au... Enfin antipathique. Disons qu'une des premières scènes, la deuxième je pense, entre l'héroïne et ce fameux héros, c'est quand même une scène où il débarque dans sa chambre d'hôtel, où il la pousse contre un mur, la violente un petit peu. Donc il a beau porter des costumes italiens hors de prix, être beau, riche, mystérieux, moi perso le mec qui débarque comme ça, il me fera pas du tout tomber dans ses bras, mais alors... pas du tout. Donc pour le moment je comprends pas du tout l'effet qu'il peut avoir sur les lectrices, mais moi c'est typiquement le genre de héros que je déteste, qui m'est antipathique au possible. Alors peut-être que ça s'améliore dans les tomes suivants, mais en tout cas c'est pas lui du tout qui va me faire lire la suite. Alors, autre lecture marquante, même si ce n'est pas un coup de cœur, c'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Actu SF. Boudica, c'est une figure historique qui a véritablement existé. C'était une reine celte, la chef du clan des Icènes, et en fait elle est connue pour s'être rebellée et avoir marché sur Londres et avoir un petit peu rasé la ville. Enfin elle a très mal fini, mais elle a quand même combattu jusqu'au dernier moment. Moi je la connaissais déjà parce que j'ai lu quand j'étais ado le premier tome d'une série qui s'appelle La Reine Celte, justement, de Manda Scott. Et ce premier tome m'avait vraiment fait très très forte impression. On est vraiment dans le monde celtique avec le côté onirique, le côté dieu, presque chamanique, et vraiment j'avais adoré. Il faut absolument que je relise ce premier tome et que j'achète les suivants. En fait si j'ai jamais lu la suite quand j'étais ado, c'est que j'ai jamais réussi à trouver les tomes suivants. Donc là j'aimerais bien réparer un petit peu ça et me replonger dans cette tétralogie. Je crois que c'est en 4 tomes, La Reine Celte de Manda Scott. Bref, pour revenir à Boudica, là ce qui m'a plu forcément c'est que l'auteur s'attache à un personnage aussi fort que ça. On peut dire que c'est un petit peu la première figure féministe de l'histoire de l'Europe. J'ai aimé qu'on voit cette femme un petit peu dans tous les aspects de sa vie, à la fois la femme, l'amante, la mère, mais aussi et surtout la guerrière, puisque dans la société celte, finalement il n'y avait pas vraiment de différence entre hommes et femmes d'un point de vue guerrier. Si vous saviez vous battre, vous alliez au front, vous alliez sur le champ de bataille, et que vous soyez homme ou femme, pas de différence, vous vous battiez. J'ai aimé que ça soit écrit à la première personne du singulier, qu'elle nous raconte son histoire, mais par contre, et c'est un petit peu mon bémol, il y a une certaine froideur, une certaine rudesse ça se dit, hein, je crois, dans cette narration. Alors ok, je pense pas que Boudica c'était le genre de nana à écrire des poèmes, fleurs bleues, tout ça, donc je peux comprendre par rapport au personnage que ce soit pas un texte hyper empoulé avec des envolées lyriques, etc. Ça je peux concevoir, mais en même temps ça manque un petit peu d'émotion.
Encore une fois, je suis restée assez distante, alors que pourtant c'est écrit à la première personne du singulier, donc on devrait se sentir assez proche du personnage principal, du narrateur. Mais non, j'ai senti, voilà, pas mal de froideur. Donc ça m'a un petit peu, pas déçue, mais j'attendais plus d'émotions. Et puis bon, c'est vrai que le texte en lui-même est très court, puisque il fait 237, 238 pages. Je pense que j'en attendais un peu plus. J'attendais plus de pages, plus de développement et plus d'émotions. Donc pour retrouver l'histoire de Boudica de façon peut-être un peu plus onirique, plus lyrique et peut-être plus émouvante, il faut vraiment que je relise La Reine Celte et je pense que ça va m'apporter peut-être l'émotion qui m'a manqué un petit peu là. Mais en tout cas, pour une première approche de ce personnage, si vous ne le connaissez pas du tout, si vous avez envie de le découvrir, ce titre de Jean-Laurent Del Socorro est vraiment bon. Et en tout cas, il donne très envie d'en savoir plus sur Boudica. On laisse la fantaisie, on laisse la féerie, par contre on retourne en Irlande avec Retour à Killybegs de Sorge Chalandon aux éditions Grasset. Je vous en ai déjà parlé rapidement dans ma vidéo spéciale sur l'Irlande, une longue vidéo dans laquelle je vous ai parlé de l'histoire de l'Irlande à travers la littérature et le cinéma. Si vous ne l'avez pas regardée et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Je vous parle de plusieurs œuvres, dont celle-ci, mais aussi de films qui m'ont marqué, qui sont assez émouvants, et je retrace un petit peu l'histoire de l'Irlande grâce à ces œuvres. Mais quand même, je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de cette lecture qui a été plutôt marquante ces derniers mois. J'avais lu Mon Traître de Sorge Chalandon en 2016 je crois, et ça avait déjà été une de mes plus belles lectures de 2016. Là, c'est un petit peu l'autre versant de l'histoire de Mon Traître. Dans Mon Traître, on découvrait l'histoire d'un Français qui arrive en Irlande, qui se lie d'amitié avec un combattant de l'IRA, et il découvre que cette amitié avec ce combattant est peut-être factice parce que depuis plus de 20 ans, le combattant de l'IRA trahit la cause, il trahit son pays, il est espion pour les Anglais, et donc notre narrateur français se demande si, comme il a trahi son pays, est-ce qu'il l'aurait pas trahi lui aussi, ou en tout cas est-ce que c'était une amitié véritable, ou est-ce qu'il a joué la comédie, est-ce que là aussi c'était factice. Donc dans Mon Traître on avait ce versant-là de l'histoire, et là dans Retour à Killybegs, eh ben, on a l'histoire justement de ce traître. On découvre son enfance difficile dans le Donegal, à Killybegs, ville que j'ai visitée il y a quelques jours à peine lors de mon voyage. J'y suis restée 2 jours, je voulais absolument y passer justement à cause de ce livre-là. Donc on découvre voilà, l'histoire assez difficile de ce combattant. Son enfance difficile dans une Irlande pauvre, socialement compliquée, avec justement ce conflit très marqué dans le Donegal entre les Anglais, enfin entre les Irlandais et les Anglais, Irlande du Nord, etc. Même si le Donegal ne fait pas partie de l'Irlande du Nord, c'est le comté qui lui est collé à l'ouest, qui est au nord-ouest en fait du pays. Donc c'est un comté qui est quand même assez séparé de la République d'Irlande, de l'Irlande du Sud si on peut dire, et qui est géographiquement rattaché à l'Irlande du Nord. Donc qui a quand même vu passer, je pense, pas mal de violence pendant cette période assez compliquée. Et donc c'était un comté assez rude, et encore aujourd'hui c'est un des comtés les moins touristiques, c'est une des régions les plus sauvages et les plus arides, et c'est là où on continue à parler le plus en gaélique. Voilà, bref, on découvre l'histoire de ce combattant et comment il en est arrivé à trahir la cause de son pays, à trahir l'Irlande. Et j'ai trouvé ça hyper émouvant, peut-être même encore plus que Mon Traître. Parce que dans Mon Traître, on en était presque arrivé à le haïr, ce traître justement, on n'avait pas d'explication pourquoi il en était arrivé là, forcément parce que le narrateur français ne connaissait pas le fin mot de l'histoire, mais là, on découvre tout, et on se dit, bah oui, on comprend pourquoi il en est arrivé là, et il est vachement touchant comme personnage. Pourtant un Irlandais, un vieux bonhomme très rude comme son pays, comme sa région, très marqué par les violences, donc pas forcément quelqu'un qui paraît très sympathique au premier abord, et en même temps c'est quelqu'un à travers ce texte qui
qui est attachant et émouvant. Voilà, donc vraiment j'ai adoré Retour à Killybegs et je crois que je l'ai même préféré à Mon Traître. Beaucoup plus léger et plus enfantin, le premier tome du Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon, premier tome qui s'appelle Le Sortilège perdu. Pas un coup de cœur, mais j'ai passé un moment super sympathique, je me suis beaucoup amusée et j'ai vraiment vécu une belle aventure avec ce premier tome qui est certes pour la jeunesse mais qui est pas si jeunesse que ça. Les adultes peuvent y trouver vraiment de très belles choses et de très bons moments de lecture. On va suivre deux jumeaux qui, grâce à un ancien livre de contes, vont justement traverser les pages et atterrir au Pays des Contes, d'où le titre de cette saga. Donc les jumeaux vont atterrir dans ce pays et en fait ça va être un mélange, si vous voulez, du monde de Narnia et de la série Once Upon a Time, puisque dans ce Pays des Contes, justement, tous les contes que l'on connaît sont mélangés et c'est franchement pas mal mélangé. On va avoir le royaume du petit chaperon rouge, le royaume de la Belle au bois dormant, le royaume de Cendrillon, etc. Et en fait les deux enfants vont traverser tous ces royaumes, donc on va découvrir un petit peu tout le décor, tout le paysage à travers leurs yeux. Ils vont traverser tout le royaume pour retrouver des artefacts magiques, genre par exemple la chaussure de Cendrillon. Ils doivent en réunir plusieurs pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà, donc c'est une petite quête sympathique, on découvre les personnages, on découvre l'univers, c'est plutôt bien fichu, c'est plutôt pas mal écrit. Alors quelques passages un petit peu naïfs et un petit peu trop faciles, en même temps ça reste de la jeunesse. Disons que tout semble être exactement là où il faut pour que les héros arrivent à résoudre un petit peu leur quête. Bref, ça reste un petit peu facile, un petit peu manichéen, mais je boude pas mon plaisir. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai le tome 2 dans ma palle, par là, et j'ai très envie de le lire et j'espère pouvoir le lire d'ici la fin de l'année 2018. À nouveau de la littérature imaginaire, cette fois pour un peu plus adultes. Je crois que c'est rangé en young adulte, mais ouais, c'est pour jeunes adultes et puis adultes, ça passe bien. Et à nouveau de la féerie, pour changer. Un palais d'épines et de roses, le tome 1 de Sarah J. Maas, et moi j'ai l'édition France Loisirs. Alors très sincèrement, quand j'ai acheté ce bouquin, j'étais curieuse de le découvrir parce qu'il a fait énormément de bruit sur Booktube, sur les blogs, et que ce soit la sphère française, que la sphère étrangère, américaine, espagnole, etc. C'est vraiment le livre qui a fait parler de lui ces 2 ou 3 dernières années. C'est vraiment le truc, si vous êtes passé à côté, je sais pas comment vous avez fait. Donc d'un côté j'étais assez curieuse de le découvrir parce que moi le côté best-seller ça a plutôt tendance à me rendre curieuse, j'aime bien me faire mon propre avis, ça va pas me dégoûter. Mais par contre en même temps j'étais quand même assez sceptique parce que j'avais vu un petit peu le résumé et je m'étais dit ça a l'air cliché encore ce truc. Et en fait, mais super bonne surprise. Alors le côté réécriture de La Belle et la Bête, j'ai pas trouvé ça franchement waouh. Pas hyper original, cette histoire d'amour, c'est sans surprise, un petit peu sans saveur, faut bien l'avouer. J'ai pas trouvé les personnages principaux, donc celui en gros qui joue la bête et celle qui joue la belle, je les ai pas trouvés vraiment très originaux et très extraordinaires. Par contre, les personnages secondaires m'ont énormément plu, et ce qui m'a vraiment étonnée, et dans le très bon sens, c'est la réutilisation de la féerie avec plein de petites choses classiques et en même temps c'est bien réécrit et bien adapté au conte de la Belle et la Bête. Donc ça vraiment pour le coup j'ai trouvé ça super bien fichu, donc rien que pour ça j'ai envie de lire la suite. Il y a un truc aussi dont je me souviens qui m'a un petit peu surprise, mais plutôt dans le bon sens, c'est le découpage du livre qui est assez bizarre parce qu'en fait je pense que, alors on va dire que dans les 2 premiers tiers de l'histoire, on est dans la cour de printemps, dans le domaine de la bête entre guillemets, donc c'est plutôt assez lent, assez contemplatif, on découvre l'univers, les personnages, on comprend quelques éléments, et puis dans le dernier tiers on change d'ambiance complètement et on change de rythme. Limite on se retrouve dans une arène à la Hunger Games.
c'est dur à dire. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment beaucoup plus musclé, beaucoup plus rythmé dans le dernier tiers. Donc c'est assez surprenant parce qu'on a presque l'impression de lire deux tomes différents avec les mêmes personnages, mais deux intrigues un petit peu différentes. Et en même temps ça m'a pas gênée, j'ai trouvé ça plutôt sympa de changer de rythme. Et puis j'ai pas trouvé ça incohérent. Non, non, ça m'a bien plu. Voilà. Donc vraiment beaucoup de positifs dans cette histoire, même si quelques points un petit peu bémol, mais en tout cas assez d'étonnement positif pour avoir envie de lire la suite. J'attends que le tome 2 sorte chez France Loisirs, j'espère que ça arrivera un jour. Autre très très belle lecture faite ces dernières semaines, je ne peux pas vous montrer le livre puisque je l'ai emprunté au travail. J'aimerais bien l'acheter mais j'arrive pas à le trouver d'occasion. Il s'agit de Pendant la famine en Irlande de... Ah, j'ai pas noté le prénom. C'est Drinkwater. Je crois que c'est Carole Drinkwater, mais je suis pas sûre. Ça doit être Carole. Bref, c'est Drinkwater. Et aux éditions, j'ai pas noté non plus, je crois que c'est Gallimard. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Alors en fait c'est une petite collection qui propose des titres pour la jeunesse plutôt, mais ça peut plaire aux adultes, la preuve, j'ai adoré. Qui mettent en avant des personnages fictifs qui vont raconter sous forme de journal intime des grands événements de l'histoire internationale. Donc là forcément, vu le titre, ça se passe en Irlande et pendant la Grande Famine, donc au milieu du 19e siècle. Donc on va suivre une jeune adolescente qui doit avoir 13 ou 14 ans au début de l'histoire et qui va nous raconter à travers ses yeux, à travers ce qu'elle découvre, à travers ce qu'elle ressent, l'arrivée de la famine dans son pays, dans sa famille, comment ça va se passer pour ses proches, comment ça va se passer pour elle et comment elle va s'en sortir ou pas, mais je vous en dis pas plus. J'ai vraiment beaucoup aimé toute l'émotion qu'il peut y avoir là-dedans, forcément, racontée sous forme de journal intime, donc à la première personne du singulier, c'est quand même plus facile de se sentir proche du personnage que quand c'est écrit d'un point de vue externe et de façon assez froide. Là non, c'est vraiment très émouvant. J'ai aimé le fait que, à travers ce journal, on découvre un aspect un petit peu plus économique, plus politique de ce qui se passe pendant la famine en Irlande. L'héroïne, la narratrice, s'étonne justement du fait que les Irlandais cultivent des graines, des céréales, mais que, alors que tout le monde meurt de faim, toutes ces matières premières, toutes ces graines, ces céréales, vont à l'exportation, notamment vers l'Angleterre, alors que les Irlandais n'ont rien à manger. Et l'héroïne, du haut de ses 13-14 ans, elle ne comprend pas le système économique du pays, et très naïvement, elle dit « mais pourquoi les Anglais ne nous laissent pas ça pour qu'on ne meure pas de faim ?» Et voilà, à travers cette petite réflexion comme ça, un petit peu naïve, le lecteur va comprendre une situation qui est assez dramatique, même terriblement dramatique, puisque des millions d'Irlandais sont morts pendant cette famine ou ont immigré aux États-Unis, en Australie, notamment aux États-Unis hein, pour la plupart, dans des bateaux cercueils, hein, puisque c'était pas du tout des bateaux qui étaient construits, faits pour le transport de passagers, mais plutôt pour le transport de matières premières, justement, de nourriture. Et donc il y avait beaucoup de maladies qui se déclaraient sur ces bateaux, et alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais peu sont arrivés vivants aux États-Unis. Voilà, donc à travers ses yeux, on découvre l'horreur, le drame de cette famine en Irlande, et donc c'est vraiment émouvant, je me répète, et en même temps abordable pour les plus jeunes et intéressant pour les plus âgés. Le seul petit bémol que je peux apporter à ce texte, c'est que on nous donne l'explication au début du pourquoi cette adolescente paysanne sait lire et écrire. Alors l'explication est plausible, par contre qu'elle ait une aussi bonne expression, un aussi bon style, ça me paraît un petit peu étrange pour une adolescente paysanne du milieu du 19e siècle. Voilà, c'est un petit peu le bémol entre le fond et la forme. Et je terminerai par une lecture toute récente que j'ai lue pendant mon voyage en Irlande. Je ne l'ai pas encore chroniquée sur le blog, mais c'est la prochaine chronique à faire, donc ça devrait arriver dans les prochains jours. C'est Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18.
Clairement, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de lire ce bouquin qui est un gros coup de cœur, et en même temps je suis contente de l'avoir lu pendant mon séjour en sac à dos en Irlande parce que forcément c'était encore plus émouvant de découvrir cette histoire. Pour faire vite, on découvre Cheryl, l'héroïne, la narratrice. C'est un récit autobiographique, hein, donc d'où le fait que l'auteur ait le même nom que la narratrice, puisque c'est la même personne. Bref, Cheryl a une vingtaine d'années quand elle décide, un petit peu sur un coup de tête, de faire l'énorme randonnée du PCT. PCT qui est chemin des crêtes du Pacifique. Donc c'est quasiment 2000 km, 1700 km de montagne, hein, dénivelé comme ça, de rando. Elle a jamais fait de rando de sa vie. Elle part, elle se prépare un petit peu sur quelques mois parce qu'elle s'achète pas mal de matériel, mais bon, elle s'est pas du tout entraînée à porter son sac, etc. Elle part comme ça sur un coup de tête, seule, au milieu des montagnes, du désert, sur 1700 km. Voilà, et elle va nous expliquer son parcours, et à travers pas mal de flashbacks, on va comprendre pourquoi elle en est arrivée là, comment elle en est arrivée là, et c'est hyper émouvant. Elle a perdu sa maman, elle avait une relation très fusionnelle avec sa maman et elle s'est jamais vraiment remise de cette perte, de ce deuil. Elle se rend compte que sa vie part un petit peu n'importe comment, elle est un peu accro à la drogue, je sais plus si c'est l'héroïne ou la cocaïne, mais bon bref, elle est junkie. Elle a énormément d'aventures extra-conjugales, elle trompe son mari qu'elle aime pourtant énormément, mais elle peut pas s'en empêcher. Bref, elle est perdue, elle est paumée, et voilà, elle se dit que peut-être faire cette randonnée, être seule sur les routes pendant 3 mois, et ben elle va avoir un déclic, elle va se rendre compte de peut-être des choses importantes, bref, elle part, voilà. Elle en a besoin, elle sent que c'est le moment, elle part. Ce qui m'a surtout touchée, c'est... alors, moi j'ai pas fait une rando en dur comme ça, hein, je suis pas partie avec la tente sur le dos. Tous les soirs j'avais un hébergement, j'avais une douche, j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais peut-être pas dans des zones très touristiques, mais quand même dans des zones habitées. Donc je voyais des gens tous les jours, donc aucune comparaison ne peut être faite sur la difficulté de nos deux expériences, mais par contre le fait de marcher en pleine nature, de partir en sac à dos, et ben je me suis quand même retrouvée pas mal dans ces réflexions, dans les émotions qu'elle peut avoir face à ce qu'elle voit, face à ce qu'elle vit, la douleur, la difficulté. Au début de la journée, on marche, on est super content, tout est beau, tout est magnifique, on fait les kilomètres super facilement, et puis au bout d'un moment dans la journée, et ben finalement c'est plus quelque chose de mécanique, d'automatique qui se met en place. On réfléchit même plus, on met un pas devant l'autre parce que tout ce qui importe finalement c'est d'arriver à l'étape qu'on s'est fixée. Il faut qu'on avance de toute façon pour arriver à bon port. Je peux que vous conseiller la lecture de ce livre parce que je pense que ça peut donner le déclic à certaines personnes qui n'osent pas partir en solo, partir comme ça, faire de la rando. Voilà, ça peut donner le déclic. En tout cas, moi ça m'a terriblement donné envie d'essayer justement cette rando de l'extrême. Alors peut-être pas sur le PCT, sur 1700 km, mais ouais, je me sentirais bien de partir avec ma tente sur le dos et de camper en pleine nature, d'aller un petit peu plus loin de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, donc c'est un petit peu, pas un modèle, mais une source d'inspiration. Alors j'ai fini avec les romans, je vais passer maintenant très très vite sur les titres graphiques, donc comme je vous le disais, les documentaires, les BD, les mangas. Là encore, pas d'ordre de préférence, mais un ordre chronologique, et pour certains, je vous avoue que je vais passer assez vite dessus parce que j'ai plus trop de souvenirs, et en plus je suis en train de me rendre compte que sur sur ma petite anti-sèche, j'aurais peut-être pu quand même marquer les éditeurs, ce que je n'ai pas fait. Donc, eh ben, je ne vous donnerai pas l'éditeur, vous le verrez sur l'image que je vous mettrai, puisque forcément les 11 titres que j'ai à vous montrer, ce ne sont que des emprunts, donc j'en ai aucun avec moi, je vous mettrai
l'image en montage à chaque fois. Le premier titre que j'ai lu, c'est Demain entre tes mains de Cyril Dion et Pierre Rabhi. Alors éditeur je ne sais pas, vous le verrez. C'est à la base un titre publié pour les enfants, pour la jeunesse. Et c'est très bien, je pense que pour les petits c'est génial. Mais les adultes peuvent le lire et doivent le lire à mon avis. Donc clairement c'est un titre qui parle d'écologie. Pour les plus jeunes et pas que, comme je vous le disais, hein, vraiment ça devrait être lu par tout le monde. Mais là, ce livre-là est plus abordable forcément puisque c'est pour les plus petits. Donc les théories avancées par les deux hommes sont simplifiées pour les enfants. Et c'est hyper intéressant. Voilà, ça donne super envie de lire ce qu'a pu écrire Pierre Rabhi. C'est vraiment le genre de livre que j'ai envie de lire à mes enfants quand j'en aurai. Je pense que c'est important et c'est le genre de message que j'ai envie de leur faire passer. Voilà, donc un indispensable et il faut vraiment que je l'achète. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux et je sais pas chez quel éditeur c'est. Je vous montre le tome 1 que j'ai acheté chez France Loisirs. J'attends que le 2 sorte chez France Loisirs pour l'acheter. En fait j'ai préféré le 2 au 1 puisque j'ai préféré les femmes présentées dans le tome 2 qui sont des femmes encore moins connues, encore plus lambda que dans ce tome 1. Donc le principe en fait c'est à travers quelques planches, Pénélope Bagieux nous présente des femmes extraordinaires. Des femmes qui ont eu un destin un peu hors du commun, qui ont pris leur vie en main et qui ont fait des choses inoubliables, enfin qui ont compté, qui ont marqué leur époque. Donc je vous présente un petit peu comment sont construits ces volumes. Comme je vous le disais, on va découvrir la vie de plusieurs femmes. Donc je vous montre par exemple une des plus connues de ce premier tome qui est Joséphine Baker. On nous dit danseuse résistante, mère de famille. Donc à chaque fois on va avoir une autobiographie sous forme de petites planches écrites et dessinées par Pénélope Bagieux. Voilà, donc on nous explique un petit peu qui était cette femme, ce qu'elle a fait. Donc vous vous en doutez, forcément c'est assez féministe dans le propos, mais c'est nécessaire, c'est très bien. Et comme je vous le disais, j'ai préféré le tome 2 au tome 1 par le choix des femmes qui sont présentées. Et à chaque fois, le portrait se termine par une double page illustrée. J'ai ensuite lu les 5 tomes du manga Perfect World de R. Haruga. Alors R, je ne sais pas ce que c'est, Ryu peut-être. L'éditeur, je sais pas. Je suis désolée, j'aurais pu faire une fiche un peu plus détaillée. Alors, Perfect World, pareil, je l'ai lu cet automne. Les 5 tomes, je les ai lus d'un coup cet automne. Il y a un 6 qui est sorti, peut-être même un 7, on les a pas encore au travail. Les 5 volumes sont un peu de qualité inégale à mon avis, mais le propos général m'a plu. On va suivre une jeune femme qui tombe amoureuse d'un garçon qui est en fauteuil roulant. Et donc ça va traiter du handicap et des relations qu'il peut y avoir autour du handicap. Donc c'est assez difficile dans le quotidien, la famille qui s'en mêle, les amis qui s'en mêlent, bref, on voit tout ça. Je trouve que le ou la mangaka, je sais pas si c'est un homme ou une femme, monsieur ou madame Haruga, traite assez bien le thème, c'est assez sensible. Par contre, et c'est là un petit peu le bémol et ce qui fait qu'il y a des tomes qui sont un peu en deçà, je trouve que parfois on va un petit peu dans la surenchère, un petit peu dans le pathos. Ça devient pas niais, mais c'est un petit peu trop quand même parfois. Ça aurait mérité peut-être un petit peu plus, pas de subtilité, mais disons un petit peu plus de retenue. Voilà, je sais pas si c'est le meilleur mot. Les dessins sont sympas, pas extraordinaires, mais j'ai trouvé ça plutôt doux, plutôt joli. Voilà, donc une belle série de mangas, une belle découverte. J'attends les tomes suivants pour voir. Faudrait peut-être pas quand même que ça dure sur 15 tomes. Ça serait bien peut-être que le ou la mangaka clôture là au 6e, 7e, 8e tome. Parce qu'on va peut-être tourner un petit peu en rond au bout d'un moment. Autre série, mais cette fois de BD que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Magasin Général. J'ai lu les 9 tomes, c'est de Loisel et Trip, et pareil l'éditeur je sais pas. Là aussi je les ai empruntés au travail et je les ai quasiment lus d'une traite. Je vais pas vous raconter l'histoire en détail, parce que j'avoue que j'ai plus vraiment les détails en tête. On est au début du XXe siècle, au Québec, et on va découvrir l'histoire d'un village, et plus particulièrement
à travers les aventures, l'histoire d'une jeune veuve qui va accueillir chez elle un voyageur qui arrive là, je sais plus trop pourquoi, je sais plus exactement comment, et qui va chambouler sa vie, mais pas que sa vie à elle, il va aussi chambouler toute la vie du village. Et c'est hyper émouvant parce qu'on s'attache à tous ces villageois, à tous ces personnages. C'est vraiment un petit village, hein, donc c'est un peu en huis clos. Tout le monde a ses petites histoires, il y a des petites querelles, il y a des petites histoires d'amour. Forcément, il y a un petit peu peut-être d'intolérance, parfois de racisme. Il y a aussi le côté assez religieux. Je me souviens qu'on a trois vieilles femmes qui sont un peu les bigotes du village et qui régissent un petit peu la vie de tout le monde. Et donc, par exemple, que cette jeune veuve accueille chez elle un voyageur, alors là, oh mon Dieu, c'est pas possible, elle peut pas héberger comme ça, c'est une femme seule, une veuve, oh mon Dieu, elle peut pas héberger un homme seul comme ça se fait pas, la morale, etc. Donc voilà, on a cet aspect-là aussi qui est pas mal abordé. Voilà, c'est plein d'émotions. Ce qui fait aussi la beauté de cette histoire, c'est la langue, les dialogues, parce qu'on est au Québec, donc on a tous les dialogues en québécois. On comprend pas toujours tout, mais on s'y croirait. Voilà, c'est hyper immersif, c'est chantant, c'est à la fois joyeux, parfois triste, on sourit, on a presque la larme à l'œil. Voilà, c'est une très très belle saga, pleine d'émotions. Saga, série. Voilà, je peux que vous la conseiller, sincèrement. C'est rentré dans les classiques. Et si jamais un jour je trouve les 9 tomes d'occasion, je crois que ça a été rassemblé en intégrale, si jamais je trouve ça d'occasion, je les achèterai parce que ça me ferait plaisir de les relire, de les avoir dans ma bibliothèque. J'ai ensuite lu les 2 tomes du diptyque Momo de Garnier et Autain, qui a été pépite de Montreuil, je crois, cette année. Il me semble que c'est ça la distinction que ce diptyque a reçue. Alors là c'est dommage, je peux pas vous le montrer, je peux pas vous les montrer les deux tomes parce que je les ai empruntés mais je viens de les commander chez France Loisirs puisque l'intégrale, le diptyque a été édité chez France Loisirs, donc je vais bientôt avoir ce diptyque dans ma bibliothèque. Alors Momo, c'est une histoire d'enfance, une histoire d'une petite fille, Momo, un petit peu garçon manqué, un petit peu casse-cou, qui vit dans un petit village en Bretagne je crois, qui est un petit peu livrée elle-même, enfin bon, qui fait un peu les 400 coups, qui court partout, qui fait un petit peu connaissance, enfin qui s'immisce un petit peu dans la vie de tout le monde, dans le village. C'est une petite fille qui est hyper attachante. On apprend que son papa est marin je crois, donc il est quasiment jamais là, et en fait elle est élevée par sa grand-mère. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais je peux juste vous dire que c'est super touchant, super émouvant. J'ai failli verser une larmichette à la fin du premier volume. Voilà, je vais juste vous dire ça. Niveau dessin, c'est assez naïf, assez simple, et en même temps c'est assez percutant, il fallait pas plus finalement. Il fallait rester simple pour rester dans l'émotion et dans la force du texte, dans la force de ce qui passe. Je pense il n'y avait pas besoin de faire plus. J'ai ensuite lu un doc qui s'appelle Elles ont conquis le monde, c'est de Lapierre et Mouchard, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un documentaire qui revient sur les exploratrices les plus étonnantes de 1850 à 1950 il me semble. Donc on a un portrait de chaque exploratrice avec des photos, donc c'est très bien documenté, c'est hyper intéressant, passionnant, et encore une fois quand on lit ça, mais on n'a qu'une envie, c'est de faire son sac et de partir mais à l'autre bout du monde, ou peut-être même pas forcément à l'autre bout du monde, mais on a envie de se dépasser. Parce que franchement quand je lisais les portraits de ces femmes mais du 19e siècle qui partaient mais corsetées avec leurs robes énormes, qui partaient seules, sans chaperon, en Afrique, dans le désert, en Chine, en Inde, alors que voilà, elles partaient loin de tout, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas internet, elles étaient à la merci des hommes, de tout le monde, et elles étaient fortes ces nanas, putain, mais
Enfin, je trouve ça hyper inspirant, ça donne envie de faire la même chose et de se dépasser, d'aller loin, d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations, d'aller vers les gens, enfin bon bref, moi ça m'inspire énormément et j'ai adoré ce documentaire que je peux que vous conseiller. Autre documentaire que j'ai adoré, c'est Littérature, les grandes œuvres tout simplement. J'ai pas noté le nom de l'auteur, parce que c'est un collectif je crois, et j'ai pas noté le nom de l'éditeur, mais je vous mettrai l'image là. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram quand j'étais en train de le lire. Alors là, c'est un doc qui revient sur les œuvres les plus intéressantes, mais de façon internationale, donc des œuvres du monde entier, et de toutes les époques, de l'Antiquité à aujourd'hui. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, parce qu'il y en a plein des livres qui existent déjà de ce genre-là, j'ai chez moi, par là-bas, genre les 1001 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie, un truc comme ça. Donc là déjà c'était un gros pavé, un gros document qui présentait rapidement les 1001 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Mais là le plus de ce livre, Littérature, les grandes œuvres tout simplement, c'est que c'est hyper graphique. Ça revient vraiment de façon abordable sur pas mal d'œuvres, je sais plus exactement combien, sur des œuvres que j'avais pas vues avant, dans d'autres livres du genre, donc ça change un petit peu. Et ouais, ce côté graphique avec des espèces de schémas, c'est très visuel et donc très agréable à lire et c'est des choses qui marquent. Alors vous m'avez posé la question, est-ce que c'est bien pour des révisions, pour le bac ou pour des facs de lettres? Sincèrement, je pense que pour une base, ça peut être pas mal. Après, ça reste quand même pas mal léger pour la plupart des œuvres. Il y a certaines œuvres qui sont assez développées sur 4, 5, 6 pages. Et donc là, on va vraiment en profondeur, on va vraiment dans le détail sur ce qu'a voulu dire l'auteur, sur la biographie de l'auteur, sur le contexte d'écriture. Donc pour ces œuvres-là, ok. Par contre, pour la plupart, c'est vraiment sur une seule page. Donc ça reste assez synthétique. Donc pour les bases, pourquoi pas. Après, si vous voulez quelque chose d'approfondi sur les œuvres, ça reste limite. En même temps, on ne peut pas parler de 150 œuvres sur 150 pages chacune. Ça serait un peu compliqué. Mais si vous voulez un truc synthétique, c'est franchement bien foutu. Je retourne en BD ou en roman graphique avec Libre de Ovidi et Digli. Alors là, c'est clairement un texte féministe, c'est assumé comme tel, c'est présenté comme tel. J'ai aimé l'idée, j'ai aimé les illustrations de Digli, qui sont pas forcément hyper nombreuses, mais qui illustrent pas mal les propos de Ovidi, donc ça c'était plutôt sympa. Donc c'est un texte à lire, à mettre entre toutes les mains, hommes, femmes. Voilà, ça fait un peu partie des indispensables. En même temps, si vous vous intéressez déjà un petit peu à la question féministe, les thèmes qui sont abordés par Ovidi et Digli, c'est des choses que vous connaîtrez déjà, je pense. C'est des idées développées que vous avez sans doute déjà vues ailleurs. Donc, en gros, rien de nouveau si vous vous intéressez déjà à la question, si vous avez déjà lu autre chose sur le sujet. Si vous êtes complètement novice, c'est des réflexions qui peuvent être hyper intéressantes et qui sont hyper importantes, je pense, à avoir. Donc voilà. À la fois indispensable si vous êtes novice sur la question, si ça vous intéresse, une redite si vous avez déjà lu pas mal de choses sur le sujet. Je continue avec Mon traître de Alary, et donc adapté du roman de Chalandon dont je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure quand je vous ai présenté Retour à Killybegs. Donc je vais pas revenir sur l'histoire, mais j'ai trouvé ça super intéressant que ce soit adapté en roman graphique. C'est bizarre parce que autant j'ai aimé les teintes utilisées, j'ai aimé le côté prenant, comment dire, le côté intense, voilà, du coup de crayon et des passages choisis pour l'illustration. Et en même temps, je suis pas non plus hyper fan du dessin. Si vous avez aimé les romans de Sorge Chalandon, et bah allez-y, ça vaut le coup.
Si vous avez envie de découvrir l'histoire écrite par Sorche Chalandon, c'est peut-être une mise en bouche qui peut être pas mal. Et enfin 2 autres romans graphiques qui m'ont pas mal plu, qui m'ont touchée pour des raisons différentes. Les Petites Victoires de Y. Roy. Alors Y, je sais plus si c'est Yves, Yann, Johan, je sais plus. C'est l'histoire autobiographique d'un papa qui se retrouve papa justement d'un petit garçon autiste. Et à travers ce titre graphique, il va nous expliquer le quotidien avec ce petit garçon, quelle a été sa méthode, lui, pour que son fils fasse des progrès. C'est hyper émouvant, forcément le thème s'y prête, hein, se prête à l'émotion évidemment. Mais j'ai bien aimé le dessin, j'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé comment c'est traité. J'ai vu sur internet que certains étaient un petit peu, comment dire, mitigés sur cette lecture parce qu'ils avaient l'impression que c'était un petit peu donneur de leçons. Ce papa, c'est pas un professionnel de la santé, et il nous le dit très bien, hein, il me semble qu'il le dit en préface ou en postface, hein, il nous dit que il n'est pas psychologue, il n'est pas éducateur, c'est juste un papa qui livre son expérience et il livre des méthodes d'éducation, des méthodes d'apprentissage, et a priori il y a certains lecteurs qui ont trouvé que c'était donneur de leçons. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur internet. Je ne suis pas maman d'un enfant autiste, je n'ai pas d'enfant autiste dans mon entourage, donc j'ai pas cette perception-là, de ce côté donneur de leçons. En tant qu'extérieur, pas du tout maman, j'ai des yeux de lectrice complètement extérieurs à tout ça. Et bah ça m'a beaucoup émue. Et le dernier roman graphique que j'ai aussi beaucoup aimé, là vraiment dans le texte, plus que dans les dessins, que j'ai un peu moins aimé, c'est Les Devis de Baudouin, de Toulmé. Alors là, on va découvrir un héros qui a une vie très ennuyeuse, enfin, qui n'aime pas du tout sa vie. Il a un travail, je crois, de comptable, ou un truc dans le genre, dans une entreprise, donc quelque chose de très administratif. Et c'est horrible, il n'a pas envie d'y aller le matin. D'ailleurs, c'est tellement un travail qui l'ennuie, qui lui déplaît, qu'il a mis au point un petit gadget qui lui permet de compter le nombre de jours qui lui reste jusqu'à sa retraite. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée de comment il se sent dans son travail. Pas hyper épanoui, hein. Il n'a pas de petite copine, il n'a pas une vie très folichonne, bref il s'ennuie, quand il rentre chez lui il retrouve son chat, il fait pas grand chose, c'est des journées épuisantes, il n'est pas du tout reconnu dans son travail, il fait des heures sup mais tout le monde s'en fout, enfin bon bref, franchement il n'a pas une vie très très joyeuse, hein, il faut bien l'avouer. Et puis un jour il va faire des analyses médicales et on lui annonce qu'il a un cancer et qu'il a plus que très peu de temps à vivre. Alors, je sais plus si c'est 6 mois, 1 an, enfin bon bref, plus longtemps. Sa première réaction c'est vraiment l'abattement. Il est chez lui, il sort plus, il se dit que bon bah voilà, sa vie est foutue, c'est fini. Bref, c'est sa première réaction. Et puis il y a son frère et ses proches, enfin surtout son frère, qui lui font ouvrir les yeux, qui lui disent mais attends, il te reste plus que quelques mois à vivre, au contraire, fais tout ce que tu n'as jamais osé faire avant, fais une liste de tout ce que tu veux faire avant de mourir et réalise tous tes rêves, réalise tous les points de cette liste. Alors au début il est réfractaire, pas du tout, c'est pas du tout dans son caractère, mais vraiment pas. Et puis il se prend au jeu, et finalement il va réaliser pas mal de choses qu'il n'avait jamais réalisées avant, qu'il n'avait jamais osé faire. Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, il se rend compte que chaque jour est important, qu'il faut vivre chaque minute comme si c'était la dernière. Et voilà, c'est un petit peu la morale de l'histoire finalement, c'est il faut pas s'ennuyer dans sa vie, il faut pas attendre voilà, d'avoir une vie horrible pour la prendre en main. Il faut prendre sa vie en main, faire les bons choix, peut-être des choix difficiles, mais il faut profiter de chaque jour puisque la vie est courte. Même si on n'a pas de cancer, on peut vous annoncer du jour au lendemain que vous allez bientôt mourir, vous pouvez avoir un accident, voilà. Donc il ne faut pas regretter les jours qui passent, il faut en profiter. C'est un petit peu la morale, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce cheminement du personnage, et
un petit peu la morale, hein, ce qu'on nous raconte. J'ai vraiment beaucoup aimé le fond de cette histoire. Le dessin un petit peu moins. Voilà, c'est pas vraiment ce que j'aime. J'ai pas trop aimé le trait, pas trop les couleurs. Mais bon, le fond rattrape vraiment le tout. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop longtemps, je pense que si, mais tant pis, j'avais vraiment envie de vous parler de ces 20 livres. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Comme je vous le disais, c'est une vidéo complètement improvisée, donc peut-être que je bafouille, que c'est brouillon dans mes explications, que j'oublie des éléments hyper importants. Mais voilà, tant pis, je vous ai quand même présenté assez rapidement les livres que j'avais envie de vous présenter, et c'est le principal. Je sais pas trop comment se passeront les prochaines vidéos update lecture. Est-ce que je vais recommencer à vous parler de tous les livres que je lis, enfin tous les romans en tout cas, ou est-ce que dans 3-4 mois je vous refais une vidéo bilan comme ça? Sincèrement, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera plaisir de voir si on a des avis qui concordent ou qui sont complètement différents. Bref, n'hésitez pas voilà, à partager, à commenter. Ça me fera plaisir. Merci de continuer à me suivre de plus en plus nombreux, d'être un soutien plus ou moins quotidien. Voilà, c'est important, je me répète, mais je trouve que c'est important de dire merci, comme c'est important de dire quand les choses sont bien, et de rester sur le positif, de pointer le positif du doigt, ça fait plaisir. Et c'est important, voilà, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le moral. Bref, j'arrête là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!